Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque samedi pour un Zogma à quoi tu joues. On a légèrement tourné l'angle, on a légèrement changé la luminosité. En vrai, je suis en plein remodelage de ma salle de jeu. Tout n'est pas terminé, je pense qu'il y a encore pas mal de mises au point à faire, notamment au niveau de la lumière qui n'est pas bien installée, mais on va faire comme ça aujourd'hui. J'espère que ça ira quand même. On va parler de 4 jeux. J'ai pas énormément joué cette semaine, justement parce que c'est en plein foutoir ici, même si ça n'en a plus l'air. On va parler quand même de 4 jeux. On va parler de Evergreen, dont j'ai fait une vidéo avant-hier. On va parler de Silicon Valley, on va parler de Draftosaurus, on va parler de SideQuest 7th Sea. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller directement au timer, sur le timer de la vidéo pour aller au jeu qui vous intéresse. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi à quoi vous jouez, à quoi vous avez joué cette semaine. Et puis on va commencer par Draftosaurus, puisqu'il est tout au-dessus de la pile. Draftosaurus est un jeu assez ancien, un jeu qui est fait par Antoine Bozin, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. C'est édité par Ankama, un jeu que j'ai depuis 2-3 ans. Un petit jeu qui officiellement dans le commerce n'a pas de mode solo, mais il y a un mode solo, je crois qu'il est officiel, en tout cas il y a une belle mise en page qui reprend la miniature et un petit peu le graphisme des livres de règles, qui finalement n'est pas très intéressant, c'est juste un beat you home score. Clairement, j'y joue pas en solo. J'ai testé en solo, mais je vais y jouer plutôt à 2 joueurs. Un jeu que je joue de temps en temps parce que j'aime bien le design, j'aime bien le côté dinosaure, j'aime bien le côté qu'on a son petit parc d'attractions. Mais je vous le dis tout de suite, je préfère de très loin Locomomo. Locomomo, c'est mon petit jeu addictif, etc., qui va reprendre, qui est plus récent que Draftosaurus, mais qui va reprendre clairement le même genre de jeu. C'est-à-dire qu'on va avoir un plateau, notre plateau de parc d'attractions, enfin de dinosaures, et donc on va devoir placer des petits dinosaures, des petits meeple dinosaures qu'on va avoir à chaque tour en main sur différentes cases du plateau. Ces cases vont nous donner des scorings. Forcément, plus on avance sur la petite zone du plateau, plus on va mettre de points. Les scorings, ça va être dans un enclos, mettre tous des dinosaures du même genre, de la même couleur. Dans un autre enclos, mettre au contraire tous des dinosaures différents, et donc plus on en a des différents, plus on marque de points. Dans un autre enclos, ça va être de faire des couples. Dans un autre, ça va être de mettre 3 dinosaures, quels qu'ils soient. Dans les 2 derniers enclos, ça va être de mettre un dinosaure qui ne sera dans aucun autre enclos. Et l'autre, on va essayer de jouer la majorité. On va parier sur un dinosaure qu'on aura le plus dans notre parc, mais par rapport aux autres également dans les différents parcs. Donc finalement, ça c'est assez classique, on le retrouve dans pas mal de jeux. Ça fonctionne bien, mais les 2 grosses particularités du jeu, c'est que c'est un jeu de Draftosaurus. On va piocher dans le petit sac, il y a un certain nombre de dinosaures en main en fonction du nombre de joueurs. On va choisir le nôtre et on va passer à notre voisin. Ça se joue quand même bien à 2 parce qu'à 2, on va prendre notre main, on va choisir notre dinosaure et on va en défausser un où on est sûr que notre adversaire n'aura jamais. On sait qu'il aime bien faire que des Triceratops jaunes, il lui en manque un pour avoir le maximum de points. Vous avez un Triceratops dans votre main, bam, vous le défaussez et vous êtes bien content de lui avoir fait ce petit coup derrière le dos. Et puis moi finalement la mécanique que j'aime le plus, c'est que vous avez un lancer, un dé en fait, un dé de l'anarchie, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Vous lancez ce dé, et ce dé là, quand c'est à votre tour que vous êtes premier joueur, entre guillemets, le dé là, vous en fichez. Il n'y aura aucune contrainte pour vous, vous ferez ce que vous voulez à votre tour. Par contre, les autres joueurs, ou l'autre joueur si vous jouez à 2, eux, ils auront une contrainte, ils seront obligés de jouer sur le côté droit, ou sur le côté gauche, ou sur la partie haute du tableau, ou sur la partie basse, et du coup, forcément, tous les dinosaures qu'ils auront en main, ils auraient bien voulu mettre leur T-Rex à tel endroit, ils ne peuvent pas à cause de ce dé des contraintes, et ça, je trouve que c'est vraiment la bonne idée qui fait que ça twiste un petit peu le jeu. C'est un jeu qui est très familial, c'est à partir de 7 ans, je pense, 8 ans, voilà. Un jeu, c'est écrit 15 minutes. Effectivement, on y joue même en 10 minutes, c'est ultra rapide. Vous allez poser que 12 dinosaures dans votre jeu. Et finalement, toutes les parties vont finir un peu dans un scoring un petit peu identique. Il ne va pas y avoir une grosse différence entre les joueurs. Mais le feeling est bon, la partie est sympa. On peut jouer avec sa compagne qui joue assez peu. Et c'est très coloré, un petit jeu plus détente que vraiment prise de tête. Encore une fois, je préfère de très loin Locomomo, qui apporte pas grand chose finalement au concept, mais celui-là, Draftosaurus, c'est assez plaisant et je le joue avec plaisir. J'ai les 2 extensions finalement, je joue assez peu avec les extensions parce qu'elles rapportent pas grand chose, elles prolongent pas la durée de la partie et finalement on a tendance à s'éparpiller un peu sur les scorings et donc à faire moins de points, là où il faut mieux essayer d'aller faire une seule, ne pas multiplier les scorings, il vaut mieux faire un scoring au fond jusqu'au bout, histoire de potentialiser, parce que c'est une courbe, c'est pas une ligne droite, c'est une courbe, j'ai oublié comment ça s'appelle, vous me direz en commentaire comment ça s'appelle ce genre de courbe. Ça m'échappe, tant pis. Bref, Draftosaurus, ça reste quand même un classique
de ma ludothèque de jeux familiaux pour jouer avec ma compagne, mais je lui préfère de très loin Locomomo quand même. Du coup, si vous avez vu ma vidéo d'hier, à partir d'aujourd'hui et pour toutes mes futures vidéos, je vais attribuer un Zeugma pour vous mettre un petit peu mon ressenti sur ce jeu et est-ce que je vous le conseille vraiment un petit peu moins, pas du tout, etc. Et donc pour celui-ci, je vais lui mettre un Zeugma d'argent, le tout premier Zeugma d'argent de la chaîne. Ça sera pour Draftosaurus, un jeu que j'apprécie, un jeu qui reste dans ma bibliothèque, que je ressors assez facilement, mais quitte à choisir, c'est pas celui-là que je sors en premier, c'est plutôt Locomomo. Mais il n'y a pas de racisme dans ma bibliothèque, tout le monde sort quand même un petit peu de temps en temps, il n'y a pas de raison. On va parler maintenant de SideQuest 7th Sea. Édité par Pixie Games, enfin localisé par Pixie Games, c'est un jeu de Board and Dice au départ, c'est un jeu de Jacob Caban et Bartosz Idzikowski, d'ailleurs ils ont oublié un petit espace entre le « et » le nom. C'est un jeu d'escape game, enfin plus d'escape game, c'est vraiment un point and click version jeu de société. C'est un jeu d'enquête qui a la particularité d'être dans l'univers du jeu, du jeu de rôle 7th Sea. Il y a aussi une autre édition qui est sortie en parallèle avec Nemesis. Moi, j'ai récupéré ça pendant les soldes, j'aurais pu avoir les deux. Je me suis dit, prends-en qu'un seul parce que t'es pas sûr d'aimer. En plus, l'univers Nemesis, je ne connais pas spécialement. Alors, je connais pas non plus l'univers du jeu de rôle la 7ème mer, mais c'est un univers un peu pirate, un peu médiéval. Donc, ça me va plutôt bien. C'est clairement un jeu d'énigmes. La grosse particularité du jeu va être que, vous allez ouvrir la boîte et vous allez avoir dans la boîte des fiches comme ça que vous allez déplier et on va vous dire de les insérer dans la boîte pour faire une maison. Alors là, j'ai mis en vrac. Vous allez fermer totalement votre maison et vous allez avoir différents décors, différentes choses qui vont être cachées. Des fois, le jeu va vous dire, au fur et à mesure de l'avancée dans les enquêtes, dans les énigmes, de retourner, de changer de décor. Vous voyez qu'il y a des sols qu'on va pouvoir mettre au sol de la chapelle, parce qu'en fait, ça se passe autour d'une chapelle au niveau de cette enquête. L'idée d'avoir cette maison en 3D est assez originale. C'est d'ailleurs le gros principe du jeu, c'est de simuler vraiment comme si on était autour de cette chapelle et qu'on allait essayer de chercher la réponse aux énigmes. Globalement, pourquoi je vous ai parlé un peu de point and click au départ? Parce que ça me fait penser vraiment à ces point and click d'aventure, vraiment à la Myst, où ça va être basé sur des énigmes, où les énigmes vont être vraiment basées sur pas l'exploration, mais l'observation des lieux. Vous allez chercher des indices sur un code couleur qui vous permet de résoudre une énigme ou de chercher des chiffres cachés dans le décor. Voilà, ça va vraiment être du visuel, de la logique, mais toujours sur de l'observation, sur de la compréhension de quels sont les indices, où sont les indices cachés dans le décor. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, un Myst, moi c'est un de mes jeux préférés. Alors je ne l'ai pas fait à l'époque, mais dans la version remaster qui est sortie il y a quelques années, j'ai découvert ce jeu et j'ai été vraiment sur le cul, à quel point le jeu était difficile, mais que tout était logique, que tout était finalement sous nos yeux depuis le début et qu'il faut essayer de trouver la petite mécanique. Ça, j'ai bien aimé. Par contre, le jeu, c'est censé être une complexité 3 sur 4, durée de 1h30 à 2h. Je suis pas si convaincu que ça. Alors peut-être que c'est parce que j'ai fait beaucoup de jeux d'aventure, beaucoup de jeux d'énigmes, beaucoup de point and click étant plus jeune. Moi, le jeu, je l'ai fait en 1h05. Je l'ai fait en 1h05 et finalement, j'ai trouvé les énigmes assez faciles parce que justement basé sur de l'observation. Donc quand on est un petit peu habitué à ce genre de jeu, on trouve facilement les codes, les machins, les références, les indices et ça m'a un petit peu déçu. Ce qui m'a le plus déçu finalement, c'est deux choses. Il n'y a pas vraiment de scénario. On se fait un peu chier, on rentre dans une... c'est un petit peu... C'est un prétexte, il y a une chapelle, on rentre dedans, on ressort de la chapelle, on tue le méchant et c'est terminé, quoi. Bon, on n'est pas obligé d'avoir une histoire dans ce genre de jeu, mais franchement, ça permet de nous plonger dedans. Là, c'est pas trop le cas. Et finalement, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que le principe même du jeu, c'est donc d'avoir cette chose en 3D. De mettre les murs, etc. et de devoir tourner la boîte comme ça pour chercher les indices. Finalement, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun indice, ou presque aucune énigme, qui nous permet vraiment d'utiliser la 3D. On va regarder les murs, certes, mais si les murs ils sont juste sur des cartes à plat sur votre table, ça ne changera rien. Il n'y a qu'une seule énigme qui utilise légèrement la perspective, mais très léger, parce qu'en fait on pourrait faire exactement pareil avec des cartes sans aucune difficulté, sans avoir à les sortir de la table. Donc finalement, le fait d'avoir cette truc en 3D, c'est chiant, d'autant plus que quand vous êtes posé sur votre table, il faut baisser la tête comme ça, et certes je suis pas très vieux, mais j'ai un peu mal au cervical, donc soit vous baissez la tête pour essayer de lire ce qui est écrit sur les murs, qui sont assez sombres, donc ça ressort assez peu, donc vous êtes obligé de lever pour mettre la lumière, et dans ce cas-là, vous restez 5 minutes à tourner, à tenir comme ça, et clairement, c'est pas très agréable à jouer. Un petit côté positif quand même pour terminer, c'est qu'à la fin, il y a
plusieurs fins possibles, avec une meilleure fin que l'autre. Il y a quand même une énigme à la fin où je suis resté comme ça sans rien comprendre. Donc il y a une des énigmes que j'ai loupées, mais que ça ne m'a pas empêché de réussir le jeu, parce que justement vous avez, sans vous spoiler un moment, possibilité d'avoir plusieurs directions possibles dans l'histoire. Mais clairement, c'est un jeu qui m'a un petit peu déçu. J'ai pas trouvé que les enquêtes étaient riches, j'ai trouvé que c'était surtout de l'observation, et donc il y avait un petit côté un peu redondant au niveau des enquêtes, assez court, et surtout moi le matériel ça m'a un petit peu dérangé, là où c'est censé être le gros point fort du jeu, c'est d'être immergé dans cette chapelle. Et ben moi ça m'a un petit peu repoussé. Clairement pour celui-ci, moi je lui octroie 0 Zeugma. Et je ne vais pas vous dire totalement que c'est à déconseiller, parce que ceux qui sont fans d'enquête, ça fait un jeu de plus avec des énigmes, etc. Mais clairement, j'ai joué à des jeux tellement plus sympas, tellement plus ergonomiques. Ça ne m'a pas plu. Allez, on passe maintenant à Evergreen. Je vous en ai parlé jeudi dans ma vidéo du jeudi, tout simplement. Un jeu édité par Gigamic de Yalmar Art et illustré par Veni Gang. Je vous en ai déjà dit énormément de bien, justement, dans ma vidéo de jeudi. Un jeu qui est l'héritier spirituel, le petit frère de Photosynthesis, qui a un peu bidé pas mal de critiques. Je ne sais pas trop exactement en quoi ça consistait, parce que je suis plus récent que le jeu. En tout cas, dans l'univers du jeu, donc je ne m'y suis pas trop intéressé, mais un jeu qui est à toutes les soldes, qui n'est finalement pas un jeu solo, donc raison de plus pour ne pas m'y intéresser. Et là, Evergreen, c'est vraiment le retravail, le retravail, voilà, c'est le jeu qui est retravaillé, qui est plus poussé, c'est pas vraiment le même jeu, hein. J'exagère un peu le propos, mais on voit clairement qu'il y a un ADN commun. Moi, clairement, c'est un gros coup de cœur, je l'ai récupéré en solde, parce que c'était pas cher, 20 € au lieu de 40, je me suis allé test, j'aime bien le design, on a un joli plateau double couche avec des couleurs pastel, etc. Il y a les petits, on va planter une forêt, donc on va voir les petites pousses, les petits arbustes, les petits arbres, et moi j'aime bien ce côté manipulation, le fait de toucher les objets, etc. Et je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça beau une fois joué en table. Donc je me suis dit, allez, lance-toi, 20 €, au pire c'est mauvais, tant pis, t'auras pas perdu grand-chose. C'est un jeu, un puzzle game, vraiment excellent. Il y a une belle courbe de progression, il y a une mécanique qui est originale, il y a un truc qu'on voit pas tous les jours. On va faire au départ des premières parties vraiment toutes pourries et on va franchement s'améliorer. C'est quoi ce jeu? Eh bien, vous allez avoir une rivière de cartes. Si vous jouez en solo contre un adversaire duel, vous aurez 3 cartes. Vous allez prendre une carte si vous êtes premier joueur, l'automa va prendre une carte en respectant une règle de priorité qui est très simple, et la dernière carte, celle que personne n'a voulu, elle va aller dans la zone de fertilité. Et la zone de fertilité, ça va vous apporter des points de victoire en fin de partie, parce que sur la carte que vous aurez laissée, il y aura peut-être la zone de glace dessinée dessus et 2 petites étoiles. Ça veut dire qu'à la fin de la partie, tous les arbres, pas les arbustes, ni les buissons, ni les pousses, tous les arbres qu'il y a dans la zone de glace de votre plateau, vous marquerez 2 points. Donc là, il y a une petite mécanique originale, c'est que vous allez prendre des cartes qui vous permettent finalement d'améliorer votre forêt, de scorer, mais celle que vous allez laisser, celle que vous ne voulez pas, peut-être, c'est celle qui va vous faire scorer des points en plus en fin de partie. Donc il faut essayer de jauger un petit peu comment faire d'équilibrer ces deux sens. Et puis la carte que vous allez prendre, il y a justement une région dessinée dessus. Ça veut dire que vous allez devoir faire une des 4 actions sur la région de la carte en question, celle que vous voulez, mais dans cette région-là exclusivement. Et bien, vous allez avoir une action bonus qui va s'améliorer au fur et à mesure que vous allez l'utiliser au fur et à mesure de la partie, en augmentant le tracker sur la piste de cette action spéciale. Et celle-là, vous l'utilisez où vous voulez sur le plateau. Donc il va falloir jouer de manière intelligente, et le principe de ce jeu, c'est de mettre des pousses, de les transformer en arbustes et de les transformer en arbres, pour à la fin de chaque saison, première saison on va jouer 5 cartes, la deuxième 4 cartes, la troisième 3 cartes, et la dernière saison on va jouer 2 cartes. Donc la partie va de plus en plus s'accélérer, mais en même temps vous allez finalement avoir un moteur de points qui va se mettre en place, et donc mettre de plus en plus de points à chaque manche, puisque les 2 scorings sont en fin de manche un scoring pour la plus grande forêt, c'est-à-dire l'ensemble d'arbres, d'arbustes et de buissons adjacents. Là, c'est assez simple, pas trop complexe à comprendre. Le deuxième scoring, qui est en fait le scoring principal, ça va être le scoring d'ensoleillement. On va voir, on a un soleil autour du plateau qui sera au-dessus à la première manche, à droite, en bas, à gauche. Ce soleil va venir éclairer les arbres. Et on va compter les points pour chaque arbre qui prend la lumière, tout simplement. Un arbuste, un petit arbre, ça prend le soleil, 1 point. Un gros arbre, un arbre, ça prend encore plus de soleil, 2 points. Mais forcément, c'est la nature, dès que vous mettez un objet, il y a de l'ombre derrière. Et donc c'est ce qu'on va regarder. L'arbuste va avoir une ombre qui va s'appliquer sur la case adjacente dans le sens de la lumière. L'arbre, encore plus grand, donc il va mettre de l'ombre sur 2 cases adjacentes dans le sens de la lumière. Et donc finalement, vous allez marquer des points que pour les arbres qui sont au soleil.
C'est-à-dire que l'arbuste, il va cacher l'arbuste qui est juste à côté de lui. L'arbre, il va cacher les deux qui sont juste à côté de lui. Mais finalement, même si l'arbre ne prend pas vraiment beaucoup de lumière, il projettera toujours de l'ombre. Donc finalement, si vous avez un arbre qui prend la lumière, les deux autres sont finalement adjacents, vont être dans l'ombre, mais même s'ils ne scorent pas des points, ils vont quand même transmettre de l'ombre sur les autres arbres. Donc attention, si vous avez tous vos arbres sur la même rangée, eh bien vous n'allez pas scorer parce que bam, ils sont tous dans l'ombre l'un de l'autre. Et donc il va falloir essayer de gérer ça, bien positionné pour finalement scorer toujours à chaque manche le plus de points, sachant que le soleil se déplace, donc eh bien il va falloir un petit peu repenser votre forêt, sachant qu'une fois qu'un arbre est planté, il est planté. C'est peut-être un petit peu difficile à comprendre comme ça, la première partie vous allez faire un score vraiment mauvais, mais clairement il y a une bonne capacité d'amélioration, une mécanique assez plaisante une fois comprise. Vous pouvez l'essayer sur BGA si vous êtes premium, je pense qu'il est en premium. J'ai acheté l'extension aussi pendant les soldes, mais pour l'instant je m'amuse tellement avec cette version-là que je n'ai pas envie d'essayer ce mode, cette extension supplémentaire qui est peut-être très bien, mais pour l'instant ça me satisfait pleinement comme ça. Il y a peut-être deux défauts qui sont plutôt défauts de fabrication. Moi, sur certains plateaux, j'ai un petit peu de mal à mettre les jetons, donc des fois, il faut que je force un petit peu. C'est pas trop dérangeant, mais bon, toujours un petit peu chiant de devoir forcer, on a un peu peur d'animer son jeu. Et c'est vrai que des fois, quand on a un trou qui reste entre des arbres et qu'on va y mettre notre buisson ou un lac ou un truc comme ça, et ben attention à ne pas tout envoyer valser. Hein. C'est vrai qu'il faut avoir des petits doigts, c'est pas toujours ultra maniable. Bon, comme je vous ai dit, les plateaux sont un peu serrés, donc finalement, une fois qu'on a mis son jeton, ça tient bien, mais il faut quand même être un petit peu minutieux. L'autre chose aussi, c'est vrai que le scoring, il est peut-être un peu difficile à comprendre la première fois. On a vite tendance à louper quelques points ou à s'en mettre en trop, surtout avec le calcul des ombres, notamment dans mes vidéos. Je me suis trompé, je m'en suis rendu compte lors du montage, donc je l'ai affiché à l'écran, mais c'est vrai que je me suis donné 3 points de plus. Ça va vite de se tromper au niveau des points quand même, il faut faire attention. Ceci dit, pour moi, c'est clairement un coup de cœur. Allez-y, jouez sur BGA, surtout que sur BGA, du coup, le scoring est automatisé, donc il n'y aura pas d'erreur. Ça se joue extrêmement vite. En vrai, c'est 25-30 minutes. Sur BGA, c'est 10-12 minutes. Un gros coup de cœur. Pour moi, c'est un Zogmador. Si vous aimez un peu les puzzle games, pour moi, c'est quand même un incontournable du genre. Et enfin, Silicon Valley, lui aussi que j'ai récupéré en solde à moins 50%. C'est un jeu localisé, localisé, je crois que c'est Matago qui s'en occupe de le localiser en France, mais sinon c'est Grail Games, l'éditeur, un jeu de Scott Helms et illustré par Kiri Etken, design très particulier, la jaquette n'est pas forcément très belle, un jeu de pose de tuiles dans un univers technologique, un univers réaliste, mais on va être dans la Silicon Valley. C'est assez original, un jeu dont on entend très peu parler, il est sorti au mois de septembre, quasiment aucune vidéo vue dessus, mais c'est un jeu que Sylvain de la chaîne L'école du jeu aime beaucoup, et moi j'aime plutôt bien les goûts de Sylvain, donc quand je l'ai vu en sol, je me suis dit, allez, je fonce, surtout que vous avez été quelques-uns quand même à m'en parler, et être plutôt satisfait. Donc finalement, Silicon Valley, ça va être un jeu, j'ai envie de dire, difficile à expliquer parce que très particulier. Vous allez incarner une entreprise, et votre but c'est d'être le premier à avoir une entreprise qui vaut 1 milliard. En solo, vous avez 7 manches, pas une de plus. Si vous avez 1 milliard de valeur avant la fin des 7 tours, vous avez gagné. Sinon, c'est l'adversaire qui a gagné. C'est tout. Vous allez avoir à chaque tour 3 actions et ces actions, principalement, vont avoir pour objectif d'augmenter votre valeur. Et comment augmenter cette valeur? C'est en créant un nouveau produit technologique. Ce produit technologique, pour être assez rapide dans l'explication des règles, parce que si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y aura une vidéo qui va sortir dédiée sur ce jeu dans une semaine ou 2 semaines. Eh bien, il va falloir recréer une forme bien précise avec des tétraminos. Tout simplement, ces formes sont dessinées sur la carte de l'invention technologique. Tout simplement, si vous avez à votre tour de quoi la faire, eh bien, vous utilisez une action pour produire l'objet. Produire cet objet, soit vous êtes le premier à le faire, vous êtes l'innovateur. Dans ce cas-là, vous marquez finalement automatiquement assez peu de points. Vous gagnez peu d'argent, etc. parce que thématiquement, vous avez investi pas mal pour faire cette recherche, donc je ne sais pas tout de suite que ça va vous rapporter. Par contre, eh bien, tant que vous êtes le seul à avoir fait cette innovation, à la fin de chaque manche, vous allez engranger plein d'argent, plein de valeur au niveau de votre société, parce que forcément, vous avez fait votre princeps, vous avez fait votre médicament, même si ce n'est pas que des médicaments, eh bien, vous êtes seul sur le marché, là, vous êtes super content, vous avez inventé l'amoxicilline, la pénicilline.
vous êtes bien, quoi. Par contre, à partir du tour d'après, les adversaires peuvent faire exactement la même chose que vous. Dans ce cas-là, ils doivent utiliser la même couleur, la même disposition de tétramino. Ils ne peuvent pas juste respecter la forme qui est dessinée sur la carte, ils doivent mettre les mêmes que vous. Ils doivent faire exactement le même produit que vous, ils doivent faire un générique pour pouvoir être validés. Dans ce cas-là, à partir du moment où ils ont créé ce même objet et que votre objet n'a plus le monopole, eh bien vous passez votre tuile sur la phase B, vous allez gagner moins d'argent à la fin de chaque tour, et d'ailleurs votre société n'augmentera plus en valeur pécuniaire parce que vous avez maintenant des concurrents. Ça, c'est l'objectif principal de faire ces objets. Vous l'avez compris, il va falloir avoir des polyomino, et pour récupérer ces polyomino, vous pouvez les acheter directement, ou souvent le moyen le plus rentable, ça va être d'embaucher des employés qui, à chaque tour, vont vous octroyer en début de manche, en fin de manche, pour la manche d'après, des nouveaux tétramino, tout simplement pour pouvoir faire de plus en plus de tuiles. Vous allez pouvoir augmenter votre QG pour pouvoir créer de plus en plus d'objets de recherche, parce que forcément vous ne pouvez pas en créer de manière illimitée, il faut avoir de la taille entre guillemets pour les stocker. Voilà, je vous l'ai fait en bref. Ça ne sert à rien d'aller plus loin dans les détails, mais vous comprenez un petit peu la mécanique. Il y a finalement des choses qui sont assez rigolotes dans ce jeu, c'est la mécanique. Bah oui, c'est un jeu de pose de tuiles, mais on ne va pas poser ces tuiles, ça va être vraiment juste lors de l'achat des objets. C'est assez rigolo. D'ailleurs, ces tuiles que vous allez pouvoir placer pour créer les objets, c'est aussi une monnaie d'échange. Il va falloir entretenir vos recherches scientifiques et donc il va falloir dépenser des carrés de ces tétramino pour payer à la fin de chaque tour vos différentes inventions, etc. C'est assez original. Ce qui est aussi original, c'est le thème. Ce thème-là, il est comme assez peu vu. Je ne dis pas que c'est un thème de fou, mais c'est un truc assez original. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'au niveau du solo, et je pense que le jeu est peut-être même meilleur en solo, mais je m'avance peut-être un peu, j'y ai pas joué en multijoueur, c'est que vous allez jouer contre un automa qui, lui, va juste globalement défausser des cartes et gagner des icônes de ressources. Sauf que vous allez tirer 5 cartes aléatoires en début de partie, que vous allez choisir soit 5 faciles, soit 5 difficiles, soit un petit mélange subtil des deux, et quand il arrive à la fin d'une piste, il va activer le pouvoir de ces cartes, et ces cartes-là, ce sont des cartes d'enculerie la plus totale. Il va vous faire perdre des valeurs au niveau de votre société, il va vous faire perdre tout votre argent, il va vous faire perdre des employés. Franchement, ce sont des cartes qui sont ce sont des vrais coups de pute, il n'y a pas d'autre mot. On va prendre cher. Et ça, c'est assez sympa parce que du coup, la partie, c'est pas juste d'essayer d'améliorer notre propre truc. De temps en temps, on va se faire ruiner, on va se faire ravager, on va repartir pas totalement de zéro, mais clairement, on va avoir du mal à s'en remettre. Et c'est vrai que ça donne un petit coup de peps qui est sympa, là où en multijoueur, finalement, on va faire un peu notre truc dans notre coin, il n'y aura pas tellement d'interaction, quoique, mais ça sera probablement un peu plus plat. Là, on a ce petit coup de peut-être pas de magie, parce que ça n'a pas été un gros coup de cœur, mais clairement, même si ce sont des actions ultra méchantes et que vous allez pleurer quand vous allez vous les prendre dans la tronche, là, ça rajoute un petit coup un petit piment. Mais finalement, j'ai pas non plus des masses adhérées au jeu, j'ai pas trouvé ça fou. Déjà, au niveau du matériel, quand vous le dépunchez, vous arrachez un petit peu les trucs. Alors ok, je suis pas ultra soigneux, mais j'arrache pas tous mes jeux, là, c'était pas fou. Pour mettre les tuiles, vous avez des gros rangements comme ça, ce sont des énormes cendriers, on va dire. Il suffisait d'une petite barquette, vous n'avez pas 150 000 polyomino, là vous avez des immenses trucs que vous avez du mal à garder sur la table. Pourquoi ils ont fait ça de cette taille-là? Je n'en sais rien. Clairement, en plus, les polyomino, eux, on aurait bien aimé qu'ils soient un petit peu plus grands, parce que là, ils sont vraiment tout petits. Quand vous allez les mettre sur les cartes, au niveau du marché pour valider votre objet, vous allez bouger la carte, vous avez du mal à bien poser vos polyomino, etc. J'aurais aimé que les barquettes soient plus petites et les polyomino un peu plus gros pour le coup. J'ai dit que le petit côté peps, piment de l'automa était très sympa, mais l'automa est clairement très aléatoire. Il y a des parties où il va vous ravager, vous ne pourrez rien faire, vous n'allez rien comprendre. Il y a des parties où il ne va rien faire. Ça dépend vraiment des cartes que vous avez tirées et des bonus qu'il récupérera à chaque manche. Donc même si c'est sympa, cette version automa, elle est clairement beaucoup trop inconstante. Il y a des parties où vous serez très très loin de gagner, d'autres où vous allez gagner très facilement en faisant à peu près la même chose. En plus, justement, il n'y a pas 15 000 stratégies pour gagner. Il va falloir essayer de faire le plus vite possible les différentes innovations pour être le premier. Parce que si vous êtes l'innovateur, je vous l'ai dit, à la fin de chaque manche, vous allez gagner de la valeur au niveau de votre société. Donc finalement, si vous arrivez à les faire vite et que l'automa, par le coup du hasard, ne prend pas, parce que lui, ça va être juste une sorte de lancer de dés, il n'y a pas de dés, mais son déplacement et donc les actions vont dépendre un peu du hasard, et bien si vous avez de la chance, il ne va jamais récupérer vos innovations, et donc vous allez toujours pouvoir engranger des points. Donc ça va là aussi être ultra fluctuant, d'autant plus que finalement le jeu est assez déséquilibré, parce que vous avez des capital risks, c'est-à-dire des cartes à effet immédiat, qui sont souvent très pétées, et
très souvent, vous n'allez pas faire grand-chose à part créer 2 ou 3 innovations et vous allez enchaîner les fonds de capital risque pour avoir plein d'argent pour pouvoir entretenir votre société et souvent des bonus qui vont vous permettre de avoir d'autres polyomino facilement ou d'améliorer votre valeur. Du coup, la stratégie est quand même finalement assez légère. Vous allez juste attendre de voir si vous allez subir les foudres de l'automa ou pas. Enfin, eh bien, parce qu'il y a beaucoup de points négatifs quand même, les règles sont d'une imprécision folle. Il manque plein d'informations sur des cas bien précis qui ne sont peut-être pas à chaque tour, mais que vous allez retrouver régulièrement. Et je suis allé sur BGG, on retrouve exactement les 4 ou 5 mêmes questions sans réponse et qui ont pourtant la réponse peut vraiment impacter la partie. Aucune réponse de l'éditeur original, aucune réponse des auteurs du jeu. Le jeu est un petit peu sorti et n'a eu aucun suivi, j'ai l'impression, et il manque franchement des règles très importantes sur ce livret de règles. Et ça, c'est bien problématique, d'autant plus que le jeu, finalement, n'est pas très fun. J'ai pas passé un mauvais moment, mais clairement, c'est pas un jeu qui m'a enthousiasmé. Si je devais lui mettre un Zeugma, je lui mettrais un Zeugma de bronze. C'était pas non plus mauvais, il y a une petite bonne idée, etc. Mais clairement, ça manque d'équilibrage, ça manque de fun, ça manque de précision dans les règles. Et c'est beaucoup trop aléatoire. Voilà, Silicon Valley, ça n'a pas été vraiment une belle découverte pour moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Finalement, je vous ai montré tous les types de Zeugma qui peuvent exister. C'était pas volontaire, mais du coup, ça vous permet, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, d'avoir un peu une idée de comment je vais évaluer un petit peu les jeux. Encore une fois, c'est juste un petit bonbon en plus pour vous guider un petit peu sur ce que je pense vraiment du jeu, est-ce que je vous le conseille ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces jeux, si vous y avez joué, si vous avez envie d'y jouer. Il y a des liens affiliés en description comme d'habitude, même si finalement cette semaine, à part Evergreen, je vais pas vous conseiller grand chose. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.